Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le deuxième épisode du COMEX de la saison. Pas de déroute pour l'Olympique Lyonnais ce week-end puisque les championnats ont laissé la place aux matchs internationaux et aux éliminatoires de qualification pour le prochain Euro. 2 matchs au programme pour notre équipe de France, un de qualification face à l'Irlande ainsi qu'un match amical de prestige face à nos voisins allemands. Une occasion bénite pour TF1 d'accroître ses audiences, en plus des premiers matchs de la Coupe du Monde de rugby qui ramèneront sans aucun doute les foules devant leur poste de télévision. La chaîne cryptée s'offre donc 2 affiches qui lui permettront à coup sûr d'accroître ses parts de marché. En mars dernier, plus de 8 millions de téléspectateurs s'étaient massés devant leur écran pour regarder les victoires des Bleus. Un chiffre évidemment décuplé lors de la dernière Coupe du Monde, puisque les matchs contre le Maroc et l'Argentine font désormais partie des 10 matchs de l'équipe de France les plus regardés de l'histoire. Le match contre l'Argentine trustant même la première place avec plus de 24 millions de téléspectateurs. Des chiffres qui viennent confirmer une tendance à la hausse, le football et l'équipe de France n'ont jamais été aussi populaires. À l'aube de la dernière Coupe du Monde, l'Institut de sondage Odoxa estimait que 61% des Français avaient une bonne image de l'équipe de France. Un chiffre important quand on sait que plus de 23 millions de Français suivent régulièrement les compétitions de football, d'après l'étude baromètre de la LFP. Pourtant, au milieu de tous ces chiffres, un autre sentiment paradoxal se dégage. L'équipe de France n'intéresserait plus les passionnés de football. Un constat non chiffré est forcément soumis à une certaine subjectivité, mais force est de constater qu'aucun d'entre nous n'a fondu en larmes lorsque nous avons décidé d'enregistrer cette émission le même soir que France-Irlande. Loin de moi, évidemment, l'idée de réduire les passionnés de football aux personnes présentes autour de cette table, mais force est de constater un sentiment général de désintérêt profond pour l'équipe de France auprès des personnes avec qui nous échangeons tout au long de l'année. Mais alors, comment expliquer cette dichotomie entre la popularité de l'équipe de France et ses passionnés désertants? Plusieurs hypothèses pourraient permettre de répondre à cette question. Le format des compétitions en est évidemment une, c'est d'ailleurs un point que tu avais mentionné, David, dans notre épisode sur la réforme des compétitions. La multiplication des matchs amicaux et ou sans enjeu pour les grandes nations, qui plus est répartis sur plusieurs périodes de l'année pendant lesquelles les joueurs sont souvent plus concernés par leur vie de club, n'aide évidemment pas. Certains pointent aussi un manque d'identification aux membres de l'équipe de France, là où 74% des Français estiment avoir une opinion positive de Didier Deschamps. D'autres dénigrent le sélectionneur pour ses limites tactiques, sans même mentionner certaines affaires, récentes ou passées, le concernant de près ou de loin. Même constat pour Kylian Mbappé, qui fascine les populations les plus jeunes, mais hystérise certains supporters à travers des méthodes de communication et une fausse modestie non dissimulée. Sans oublier les joueurs impliqués dans des affaires judiciaires et de différentes natures. Benjamin Mendy et Wissam Ben Yedder pour des affaires de viol et agressions sexuelles, Lucas Hernandez et Kingsley Coman pour les violences conjugales, Karim Benzema ou encore Paul Pogba ou N'Golo Kanté pour des entourages criminels, etc., etc. Enfin, notons aussi que l'étude baromètre de la LFP affirme que la Ligue 1, la Ligue des Champions et la Première Ligue demeurent les compétitions préférées des connaisseurs et fans de football. Une information qui suppose donc un attachement plus fort des passionnés à leur club qu'à l'équipe de France. Un sentiment confirmé dans un de nos épisodes de Sous le capot par Fabien Bonnel, capot des Irrésistibles Français, le groupe des supporters de l'équipe de France. Pendant plusieurs années avant de devenir une véritable entité, les Irrésistibles Français ont dû faire face au rejet parfois violent du public très familial du Stade de France vis-à-vis des chants et banderoles exprimés. Des comportements qui, on peut le dire, auraient probablement été acceptés par les passionnés de football habitués à ce genre d'attitude. Un paradoxe donc auquel nous allons tâcher de répondre à travers notre sujet du jour. Est-on obligé de supporter l'équipe de France? Évidemment, les membres permanents du COMEX sont avec moi aujourd'hui pour éluder ce mystère, à commencer par celui qui vient de passer la première étape de la Thibault-Leplatisation. Grâce au COMEX, il voit pondre ses premières embrouilles sur Twitter. Fais gaffe David, la prochaine étape c'est d'assumer que t'es de droite, hein. Je suis extrême centriste. Salut Val, salut les gars. C'est vrai que je ne m'attendais pas à une telle Une telle haine, un tel déversement de haine. Ouais. J'étais un peu naïf, je ne m'attendais pas à une telle levée de bouclier suite à des propos que j'estimais bienveillants, mais je vois ça comme une reconnaissance, comme un adoubement, pardon. Ils étaient tout à fait bienveillants. Lui, il a délaissé la Côte d'Azur cet été pour aller exhiber ses coups de soleil en Allemagne. C'est donc tout naturellement qu'il s'est réjoui ce matin du retour du train de nuit Paris-Berlin. JB, juste une question, tu supporteras qui mardi entre la France et l'Allemagne? L'Allemagne, évidemment. Ah bah ouais, évidemment. Pourquoi t'as des chèques à récupérer Tu là-bas? souhaites la victoire de l'Allemagne, c'est ça? Bah écoute, ça c'est un vrai pays développé avec une vraie culture de la saucisse. Nous, on a une culture de rien, hein, donc on est juste là, c'est tout. Puis le bleu, ça m'emmerde à force. Le bleu, il y en a trop dans le ciel, il fait trop chaud. Là. Il nous faut de la grisaille, il nous faut du noir, un beau maillot là. Vivement le retour de l'automne. La forêt noire, là, une bonne forêt noire. Là. Voilà. Magnifique. De la Gay Pride de Madrid à la promenade des Anglais à Nice, il n'y a qu'un pas que même les sociologues ne sauraient expliquer. Et pourtant, il l'a fait, messieurs. Thibault Leplat est avec nous ce soir. Salut, ça va les gars? Très bien, et toi? Je me suis calmé un peu sur Twitter aujourd'hui, j'en ai fait un peu moins.
Bravo à toi. Je suis pris dans, je me lance dans un truc, et là je suis pris dans une frénésie, j'ai plein de trolls qui arrivent, je fais, ouais, vas-y, tiens, toi, je vais lui fermer sa gueule à lui. T'as un moment, la folie de Twitter, c'est de penser que c'est hyper important de répondre à un mec, et que tu penses que vraiment, en fait, les gens attendent ta réponse, tu vois. Alors on s'en fout, en fait, tu vois, complètement. Mais t'as une folie, en fait, qui prend possession de ta tête, de ton clavier. Et le soir, j'étais pas bien. Je me dis non, j'avais fait là, ça va. Mais tu J'arrête. sais que parfois, moi j'ai ça en fait, si je veux. Alors je réponds au bureau et après en fait je pose le téléphone, je regarde mon environnement et je fais mais attends, je suis vraiment en train de répondre à François 44 sur Twitter au milieu de ma banque avec les mecs Et avec surtout 4 le pire, écrans, c'est là. qu'après tu penses, tu dis ouais, je Ah l'ai non, mais répondu, là, je l'ai complètement. bien niqué et tout, tu vois. Et tu sais, c'est le truc, mais ils expliquent ça très bien, les captologues, ils expliquent, tu sais, la stratégie de la récompense. C'est-à-dire que tous les réseaux sociaux fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que ça crée de l'addiction, donc il y a plein de moyens de créer de l'addiction, notamment attendre une récompense, l'attendre des récompenses. Et c'est les techniques de manipulation mentale qu'utilisaient les nazis, tu vois. C'est vraiment le truc, c'est la carotte, le bâton, tu vas Point Godwin à 6 minutes 12, c'est pas mal. Voilà, pas Moi, mal, je pas pensais mal. qu'il allait venir sur les trains je pensais qu'il allait venir plutôt sur les trains en Allemagne, mais bon. D'aucuns leur imputent l'invention du marketing. Hein. La propagande, c'est le marketing. Bon bah voilà, de la Gay Pride de Madrid à la promenade des Anglais en Voilà, passant par tu les vois. nazis, c'est magnifique. Voilà. On C'est pas moi qui démarrais sur l'Allemagne. Hein. Non, c'est vrai. Mais on sait désormais comment tu t'infliges tes petites doses de dopamine quotidiennes. Thibaut, bravo à toi. Ouais, Et enfin, c'est une confession. Ouais. Et enfin, l'équipe de France de football, très peu pour lui. Lui, c'est l'équipe de France qu'il aime, c'est celle qui tape les Blacks. Je vous laisse interpréter ça comme vous voulez. Ça va, Flo? Ouais, ouais, ça va très bien. Et vous... Là, tu peux faire un all-in. Hein. Par contre, je voulais juste dire à David, réponds pas à François 44, c'est un vrai con. Mais si tu vois un Florian 89 qui te répond par 4-2, c'est mort. Je vois qu'il est toujours très chambreur. Bon, vous l'aurez compris, l'équipe de France ne manque pas de reconnaissance, contrairement à nous qui sommes à la recherche du moindre like et abonnement sur nos plateformes. Et aussi du moindre don pour nous soutenir, c'est hyper important pour qu'on puisse continuer à produire ce podcast. Donc voilà, n'hésitez pas, dans la bio de nos réseaux sociaux ou sur notre site internet, vous avez tous les liens possibles et un petit don, c'est essentiel pour nous, peu importe le montant. Donc voilà, merci à tous et n'hésitez pas à On participer. préfère les gros quand même. Hein, mais... Ouais, bah, voilà. Le petit côté droitard de Thibaut qui ressort évidemment. Je veux bien là, vivre avec le système, tout ça, profiter du système, mais faut le financer. Hein. Bon, allons-y. Démarrons sur notre sujet du jour, donc l'épisode 2 de ce Comex de cette deuxième saison. Est-on obligé de supporter l'équipe de France? Et je vais donc laisser Thibaut Estrosi commencer son explication. Vous avez vu la vidéo de Christian Estrosi qui arrive à la... Ah, je sais plus sur quelle fête à Nice. Et attention, mesdames et messieurs, et maintenant, Christian Estrosi, tout le monde. Formidable. J'ai hâte de voir comment tu vas enchaîner. Alors, est-on obligé de supporter l'équipe de France? Question qui, a priori, au départ, est un peu énervante, hein, c'est provocante, parce qu'à première vue, je vais dire même que la question ne se pose même pas. Est-on obligé de supporter l'équipe de France? C'est pas est-on obligé, c'est qu'on supporte l'équipe de France, point. Parce que l'équipe de France, c'est l'émanation du football français, c'est l'équipe qui porte les couleurs de la nation, qui représente les sélections de jeunes, le système pyramidal des fédérations. C'est une institution sportive. On voit que chaque match de l'équipe de France est précédé, évidemment, de la Marseillaise, des représentants de l'État. Ça, c'est un phénomène. La Marseillaise, c'est plus récent, mais le fait qu'il y ait des représentants de l'État, c'est très ancien. Il y a une fonction éminemment institutionnelle de l'équipe de France. On voit bien que c'est pas n'importe quelle équipe, c'est pas n'importe quelle sélection. Quand je parle d'équipe de France, je parle de l'équipe de France de football, mais on peut parler aussi de l'équipe de France du rugby. Et actuellement, le 15 de France a un peu plus ou moins les mêmes, peut-être pas la même portée, mais en tout cas au moins la même symbolique. Donc à première vue, la question ne se pose pas. Tu vis en France, tu es français, tu supportes l'équipe de France quand vient une compétition. Sauf que, évidemment, poser la question comme ça, est-on obligé, ça voudrait donc dire qu'on pourrait ne pas le faire. Pourquoi on ne pourrait ne pas le faire? Parce que ça va pas de soi quand même de identifier une nation avec, pardon de dire une évidence, mais identifier une nation, une appartenance auprès d'une équipe de milliardaires pour qui on n'a pas voté.
hein, parce que on rappelle qu'on vit quand même, jusqu'à preuve du contraire, dans une société démocratique dans laquelle on élit nos représentants. Donc là, ce sont des représentants non élus. À aucun moment on nous a demandé notre avis, à aucun moment ils n'exercent de mandat. Ils n'ont aucune fonction représentative, évidemment aucune fonction politique. Et pourtant, il y a comme une sorte de réflexe de soutien de cette équipe-là. Et ce qui ne va pas de soi non plus, c'est que le soutien, quand il arrive, il doit être inconditionnel, hein. Le soutien à l'équipe de France, ça veut dire, enfin moi ça m'est arrivé souvent, parce que peut-être je suis un emmerdeur de service, mais de dire: «Ah ben pourquoi t'es pas content?» ou «Pourquoi tu réagis pas?» et cetera. Alors, la question un peu que poserait le philosophe là-dessus, c'est sur quelle idée repose cette idée qu'il faille, absolument avoir besoin de soutenir l'équipe de France? Pourquoi sur quoi ça repose? Quelle est cette idée, qui tient un peu cette pensée réflexe? Pourquoi, la question, est-on obligé de soutenir l'équipe de France est un peu provocante. Parce qu'il y a effectivement, dire, il y a plein de raisons, mais peut-être une simple, c'est qu'il y a effectivement un besoin d'identification dans le sport qui fonctionne très bien, qui appartient au genre de l'héroïsme. C'est quelque chose qui est très ancien dans l'histoire de l'humanité. Il y a aussi des explications historiques. Ça n'a pas toujours été le cas. L'équipe de France, jusqu'au moins la Première Guerre mondiale, voire milieu de l'entre-deux-guerres, était, jouait un peu dans l'indifférence générale. Au moment, comme par hasard, où la France, pardon, était un grand empire colonial, était la deuxième puissance mondiale, peut-être ex aequo avec le Royaume-Uni, dans lequel la question de la grandeur de la France n'est absolument jamais posée. Elle existait, elle était un fait historique, politique, institutionnel. C'est pour la raison pour laquelle les grandes institutions et les grandes, les grands savants et la langue, hein, la langue commune de l'époque était le français, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. La France était le centre névralgique du droit, de la culture, du sport. Elle invente toutes les grandes compétitions. Elle invente la Coupe du Monde, Jules Rimet, JB en parlera peut-être, le CIO, etc. sont des inventions françaises. Parce que la grandeur de la France était un fait. Et donc, la question de l'équipe de France, du supporterisme, la question de l'idée de s'identifier à une équipe ne se posait absolument pas. On s'identifiait plus volontiers à ce moment-là à des soldats célèbres, à des maréchaux. Je renvoie au podcast sur Pétain qui l'explique très bien, hein, l'identification auprès du maréchal Pétain après Verdun, qui était une sorte de Mbappé de l'époque, quoi. Enfin, une sorte de personnage de culte vraiment qui nous semblerait complètement incongru maintenant. Et les grands soldats, les grands aviateurs, Roland Garros, Guynemer, il y en a plein d'autres comme ça, j'ai plus en tête. Et comme ça, il y avait des figures héroïques qui n'étaient pas du tout des figures sportives. Ma théorie à moi et mon interprétation à moi, c'est que ce moment de bascule, l'équipe de France devient un enjeu et devient l'objet d'un culte particulier au moment pile de la décolonisation, avec un événement très important, à la fois pour l'équipe de France et à la fois pour l'histoire de France, qui est juin 58, qui est le discours d'Alger et qui est évidemment Avec l'équipe du FLN, c'est ça, tu veux? non, 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 pas l'équipe du FLN. Alors ça démarre, c'est la même année, l'équipe du FLN. Ça démarre en février, les premières mobilisations. Mais effectivement, tout ça se joue sur ce premier semestre de 1958 où De Gaulle revient au pouvoir. Et au même moment où il y a les attentats d'Alger, il se passe plein de choses à Alger, apparaît la télévision la télévision noir et blanc, pardon, en France. Et à ce moment-là, exactement au même moment, en juin, en Suède, une équipe est en train de battre les plus grandes équipes du monde et se retrouve en concurrence avec les discours de Gaulle à la télévision. Et à ce moment-là, avec évidemment Juste Fontaine, Pied Noir, avec l'équipe du FLN qui a quitté cette équipe de France-là, qui avait censé avoir perdu ses meilleurs joueurs, et arrive à ce moment-là l'idée que ce télescope, en fait, deux choses, qui est que d'un côté la France qui va s'enfoncer dans le conflit algérien et qui va être mis au banc, hein, des Nations Unies pendant certains mois, jusqu'à 62 quasiment, boycotté par un certain nombre
gouvernement, au nom de ce qui se passe en Algérie, de la torture, du processus de décolonisation. Je rappelle qu'on arrive à la fin du processus de décolonisation. Et au moment de la perte de la grandeur coloniale de la France, en quoi correspondent finalement les accords d'Évian, De Gaulle comprend que c'est là que démarre la fameuse politique de la grandeur, le rôle du sport. Et alors le football ne viendra pas tout de suite, mais ça va d'abord être la question des Jeux Olympiques, et ensuite la question du football, comment le sport va substituer symboliquement la grandeur militaire coloniale perdue, va être substituée sous forme d'allégorie par un certain nombre de grands bâtiments. Il y a le Concorde, des grands travaux, et le sport français. Parce qu'au même moment, 58 est le seul un peu moment de gloire du sport français, parce que les Jeux Olympiques de Rome en 1960 sont un véritable fiasco pour les Français, et c'est insupportable pour De Gaulle, et il se lance dans les travaux de Font-Romeu, dans les grands travaux d'équipement sportif, et tout à coup le sport devient un enjeu politique d'identification collective. Et donc l'équipe de France, pourquoi est-on obligé à partir de cet instant-là de supporter l'équipe de France? Parce que l'équipe de France à ce moment-là, c'est la France. Merci beaucoup Thibaut et je te laisse enchaîner David. Donc, alors moi je m'excuse par avance du caractère quelque peu autobiographique de mon passage, mais je me sers en fait justement de cet épisode comme une espèce de thérapie collective ou en tout cas individuelle, car les courbes, je vais parler en bon financier, de mon amour entre l'amour pour mon club et l'amour pour l'équipe de France se sont croisées. Donc en fait, moi, initialement, comme beaucoup, je pense, de fans de foot, mes premiers émois, c'est rattaché à une Coupe du Monde à laquelle la France n'a pas participé. C'était Italie 90. Moi, je suis quelqu'un qui est né en 1982. Donc mon premier souvenir de football, c'est la toile de Goicoechea sur la tête de Mambic en match d'ouverture d'Italie 90. Et à la question je pense que vous êtes toujours régulièrement posé avec vos amis, tu préfères que ton club gagne la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, ou que ton pays gagne la Coupe du Monde? Maintenant, alors il y a beaucoup moins, vu la prestation contre Auxerre de mes Girondins de Bordeaux, il y a moins de chances qu'elle gagne la Ligue des Champions que la France la Coupe du Monde. Mais dans un monde idéal, toutes choses égales par ailleurs, à chance égale, oui, la réponse irait immédiatement à mon club. Et donc, pour l'expliquer, cette espèce de désamour, de désaffection, c'est quelque chose d'un peu difficile. Je vais revêtir des habits que je déteste, celui du vieux con, celui du réactionnaire, de l'idéaliste aussi, peut-être anti-financiarisation. Mais moi, la première chose qui m'a vraiment dérangé, et écoutez bien en fait ce que je vais dire, parce que vous n'allez pas l'entendre à propos de tous les sujets, c'est cette marchandisation, cette monétisation en fait de l'équipe de France, qui moi me dérange dans la mesure où, d'une, j'ai du mal à comprendre que les joueurs de l'équipe de France, je comprends que que les clubs employant les joueurs de l'équipe de France soient indemnisés pour des risques de blessures inhérents à leur participation, mais attribuer un cachet, une prime, parce qu'on ne parle pas de salaire, on parle de prime. Je ne sais pas si c'est une question, enfin c'est une question bien évidemment juridique, mais aussi une question, je pense, de honte. 10 à 30 000 euros pour un joueur en fait de l'équipe de France, en fonction des rencontres, une prime en fait de victoire en Coupe du Monde, que les joueurs reversent à des associations d'ailleurs en grande partie. C'est quelque chose qui, moi, me dérange quand de l'autre côté, on parle d'exemplarité, on parle de drapeau, on parle d'amour du maillot, et quand il y a une foule de sportifs, notamment aux Jeux Olympiques, qui n'ont pas les moyens justement de pratiquer leur sport, et qui, Parle bien devant ton micro, David, s'il te plaît. et qui le pratiquent d'ailleurs de façon gratuite. Donc, je trouve que vraiment ce principe de rémunération est antinomique avec l'idée de représenter l'équipe de France. Et c'est moi quelque chose qui me dérange. L'équipe de France est devenue un club. Les équipes nationales en général fonctionnent donc comme un club avec, c'est pas une émission sur la binationalité ou la multinationalité même, mais avec des transferts en fait en cours de carrière. Amine Gouiri, parce que c'est très actuel, a joué l'Euro Espoir avec la France et il s'apprête à jouer en A avec l'Algérie. Et Amin Adli, idem, a joué en équipe de France Espoir et s'apprête à jouer avec le Maroc. Aymeric Laporte a longtemps fait du chantage médiatique en disant que s'il n'était pas sélectionné en équipe de France, il allait choisir l'équipe d'Espagne. Moi, j'ai aucun problème avec les multinationalités, puisque je pense que, la dernière fois que j'ai vérifié, je me suis amusé à vérifier, si j'avais été assez bon pour jouer au-dessus de l'ADH, j'aurais pu jouer dans 4 sélections.
Donc je comprends en fait le problème polyidentitaire et j'aurais pas été un Damien Perkis ou un Ludovic Obragnac, j'aurais été quelqu'un qui pour vraiment ou un David Régis qui s'était lui qui avait joué pour les États-Unis par amour, mais j'aurais été quelqu'un qui aurait vraiment pu en fait jouer avec pour plusieurs sélections. Donc cette mise en scène en fait de l'intime dans le choix de sélection, c'est aussi quelque chose qui me fait me détacher en fait de l'équipe de France. Et encore une fois, j'en suis pas forcément fier. Mais après, est-ce qu'elle est supportable? Oui, bien évidemment, elle doit être supportée. Mais comme je l'ai dit, l'équipe de France, elle ressemble aussi à une mauvaise et l'équipe de France et la fédération en général, donc l'équipe de France au sens large, les équipes de France regroupent énormément de défauts alors que c'est justement une entité avec un but de public, à vocation publique, d'ordre public, regroupe énormément de défauts de l'entreprise privée. Il y a du pantouflage, du copinage, du recasage. Il suffit de voir la liste, donc au-delà du DTN, des sélectionneurs, que ce soit Landry Chauvin, enfin, sans faire de jeu de mots sur le mot Chauvin, Lionel Rouxel, Bernard Diomède, Sylvain Ripoll, donc Thierry Henry a pris sa place, mais même Thierry Henry, moi je me réjouis en fait de la nomination de Thierry Henry, mais au final, alors le travail de sélectionneur n'est pas un travail d'entraîneur. Il n'y a pas énormément de méritocratie en fait dans les nominations autour de l'équipe de France. Et moi, c'est aussi quelque chose qui me dérange. Je trouve qu'il y a un manque d'incarnation dans cette équipe de France. Alors nous, on fait partie d'une génération qui a beaucoup gagné, donc peut-être que le fait de se détacher du résultat, c'est un peu un réflexe d'enfant gâté. Mais vraiment, moi, ce qui me dérange, c'est que l'équipe de France, elle devrait nous proposer quelque chose, autre chose qu'un résultatisme aigu, et que moi, je m'y retrouve pas. Je m'y retrouve pas dans le mode de désignation du sélectionneur. Je me retrouve pas dans le fait de s'accaparer un poste entre guillemets public, comme l'a fait Didier Deschamps. Et donc, c'est pour ça qu'entre autres, on en avait parlé l'année dernière, je suis pour une limitation en fait du mandat de sélectionneur à deux compétitions, un Euro, une Coupe du Monde. Donc voilà, c'est un peu une liste, ça pas un inventaire à l'après-vert, mais j'ai utilisé en fait cet épisode pour me confier un peu sur mon désamour un peu coupable de l'équipe de France. Merci David. JB, à ton tour. Bon, bah c'est bien parce que Thibaut a littéralement utilisé à 85% des arguments que j'avais. Donc, il me faut improviser. Donc, je vais faire comme David. Tu peux répéter, c'est pas grave. Faut répéter toujours, c'est bien. Toujours suivre les grands auteurs. Mais bon, plus spécifiquement, pour moi, les Bleus, c'est d'abord le fait de faire vibrer une identité personnelle et nationale. C'est un peu ce que disait David. Supporter les Bleus au sens premier en supporter, ça renvoie à une certaine idée de la France, à l'idée de l'unité, les couleurs, le pays, la Marseillaise, etc. Tout ce qui rapproche, qui fait unité, cohésion, ce qu'on appelle nation building, cette grande idée qui consiste à faire nation par le sport. Spécial dédicace à Emmanuel Macron et à sa dernière interview dans l'équipe. La France, à ce moment-là, quand elle joue et quand cette équipe se réunit, c'est finalement une des dernières incarnations de ce que nous sommes et une des premières images aussi de la France. Bon, ça c'est bien gentil, mais quand on regarde, et quand je me regarde en train de les regarder, je me rends compte d'une chose. D'abord, on supporte moins qu'ailleurs et on supporte beaucoup plus mal qu'ailleurs. En Allemagne, en Angleterre et ailleurs, c'est différent. J'ai l'impression que à chaque fois que je regarde les Bleus, j'ai le même sentiment quand je regarde un match de Kurzawa. Ça tombe bien, il joue pas souvent, mais il y a toujours cet ennui profond et le fait de se dire qu'on va rater un truc. Il y a une insatisfaction croissante. Ce qui fait que supporter les Bleus pour moi, c'est d'abord un effort. Et un effort conscient, c'est-à-dire qu'on a presque tendance à se forcer. J'ai aussi l'impression qu'il y a quelque chose qui a été comblé. Alors c'est peut-être générationnel, on était jeunes dans les années 90 et on a vécu 98 et 2000. Il y a comme un manque existentiel qui a été comblé, avec un plaisir qui est passé. On a connu ces premières fois-là, et même les défaites depuis France-Bulgarie ont plus le même goût amer. C'est-à-dire que la remontada, ça a presque été finalement moins dur à supporter. Et puis il y a une autre raison, et là c'est ce que disait David aussi, voir le football de sélection aujourd'hui, ça m'ennuie. Ce foot de sélection aujourd'hui, il est moins bon que le football des grands clubs. Quand on regarde les 8 grands clubs européens et leur manière de jouer, leur circuit préférentiel, leur manière de presser, on est à des années-lumière
de ce que proposent les Bleus de Deschamps depuis des années. Et je parle même pas de ce qui s'est passé avant, hein, parce qu'on va me traiter de mauvais français. Mais si on regarde bien aujourd'hui, jouer au beau français et supporter cette équipe de France, bah, j'ai un peu l'impression aussi que ça m'oblige à me colter avec tous ceux qui regardent le foot tous les 4 ans. C'est-à-dire que nous, on se tape les matchs pourris du PSG et le reste. Et il y a un moment, le côté super, on fait nation, bah, ça me gave. Le niveau baisse, les boulets sont trop nombreux autour. Et puis, pour reprendre ce que disait David, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je regarde les Bleus, il y a tous les blocages et les limites de mon pays qui apparaissent. Tout ce qui m'insupporte, euh, finalement ressurgit, c'est le fait de faire semblant, le fait de pas assumer, le fait de se la raconter systématiquement et derrière, dans la défaite, de toujours essayer de trouver des expédients. Bon, si on ajoute à ça le fait qu'à nos âges, on a mieux à faire, que les 3 quarts du temps, c'est l'ennui qui domine, bah, supporter les bleus, bah, ça a 20 ans. Aujourd'hui, ça m'ennuie. Alors, si on ajoute à ça les commentaires en clair qu'on est obligé de supporter et qui objectivement sont le niveau zéro de ce qu'on attend avec des mecs qui hurlent, on a l'impression que c'est la première fois qu'ils voient un match, bah, c'est comme le fait de voir des matchs avec ma mère, quoi. Il y a un moment où tu attends juste une chose, c'est que ça s'arrête et que la défaite arrive le plus rapidement possible. Donc, le mélange France d'en bas plus famille, ça va pas ensemble. Et donc, s'il vous plaît, arrêtez. Foutez-nous la paix. Laissez les vrais regarder ou alors laissez-nous partir. C'est beau, beaucoup de tacles à la gorge pour cette intervention de JB, bravo à toi. On va, ouais, bah on va faire retomber un petit peu l'atmosphère, la tension, etc. Et on va laisser Flo nous faire un petit tour des articles, vidéos, publications qu'il a vu cette semaine pour détendre un petit peu tout ça. Bah ouais, faut bien, hein. Mais bon, pour un supporter d'un club français et a fortiori du PSG, faire 2 chroniques par semaine, c'est quand même un peu trop. J'ai un peu de mal à tenir le rythme, je t'avoue, tout en restant performant. Mais bon, j'ai quand même réussi à lire 4-5 trucs intéressants ces derniers jours, à commencer par un entretien de Jordan Henderson à The Athletic. Henderson, au passage, qui ne devrait pas faire trop de concurrence à Anthony Lopez pour la remise du prix Guillaume Guirado, récompensant le capitaine courageux mais vaincu. Une interview sur son départ controversé pour l'Arabie Saoudite alors qu'il était engagé en Angleterre pour la défense de la cause LGBT+. Oui, parce que pour faire simple, l'homosexualité et l'Arabie Saoudite, comment dire, c'est un peu comme Thibault Leplat et les sociologues, Gabriel Attal et la Baya, ça marche vraiment pas du tout ensemble. Une défense sur un fil pour l'ancien Red qui a présenté ses excuses auprès de la communauté LGBT tout en assurant que son arrivée en Arabie Saoudite serait positive sur ce volet. Putain, mais Jordan, il voulait juste être peinard chez les Saouds, entre mecs à bouffer des côtes de bœuf en or dans un bar à chicha de Riyad, sans en avoir rien à cirer des camionneuses du Marais. Bon, vous l'aurez compris, un soutien poignant du joueur d'Everton Idrissa Gueye pour l'international anglais. Et oui, ce n'est pas pour rien qu'on appelle le derby de la Mersey le friendly derby. Bon, honnêtement, on a quand même connu plus convaincant comme argumentaire, je pense. Là, ça me fait surtout penser à la justification de Marc, le copain de David, vous voyez, dans son interview pour SoFoot. Mais si vous vous souvenez, l'ultra bordelais, le Cyril Gann des Ultramarines et son coup de sang contre Lucas Boadès, le joueur de Rodez la saison dernière. Je suis responsable, désolé, mais c'est pas ma faute à moi. Foutu génération Lolita, oui. Bon, puisqu'on parle d'austérité budgétaire avec la Saudi Pro League, autant parler des mécanismes de régulation économique de la Liga espagnole pour faire plaisir à David, bien connu pour sa sévérité, qui diffère d'ailleurs en quelques points finalement de la Saudi Pro League, avec comme principal levier la limite des coûts liés à l'effectif. Le tout en fonction des recettes, des autres coûts structurels, des pertes accumulées ou encore de l'état de la trésorerie. Bref, une limite fixée en début de saison et qui peut évoluer, mais au-delà de laquelle les clubs ne peuvent plus enregistrer de joueurs, comme c'est régulièrement le cas ces dernières années pour le Barça. Des mesures et des sanctions fortes expliquées par Mathieu Guyot pour le site EcoFoot et qui ont permis au foot espagnol de s'assainir en à peine 10 ans, obligeant les clubs à un recrutement bien plus rationnel, mais ce qui a largement contribué à l'évolution de la balance des transferts de la Liga, championnat le moins dépensier parmi les 5 plus grands et qui se vide peu à peu de ses stars. Lui a quitté l'Espagne pour rejoindre Paris. Luis Enrique est en train de mettre sa patte sur le PSG, délesté de ses starlets partis quitter le Parc des Princes, sorte de Cayenne pour footballeurs sud-américains. Le Paris Saint-Germain serait-il d'ailleurs enfin en train de se mettre à jouer à 11 ? Une vraie révolution tactique, physique et mentale s'opère en ce moment dans la capitale, où le jeu repose sur un pressing fort et un jeu de contrôle et de possession cher à son nouvel entraîneur. Un coach à l'intransigeance tactique évidente, comme expliqué par Théo Coustet sur le site de Coparena. S'il y en a bien un, en revanche, qui ne fera pas partie de ce nouveau PSG made in Luis Enrique, c'est évidemment Marco Verratti, qui va donc rejoindre Al Arabi au Qatar. Une triste fin après 11 années dans la capitale qui s'achève sans passion. Une trajectoire pour le moins étrange.
Celle d'un tout jeune homme débarqué dans son petit village des Abruches dans la ville lumière est venu éblouir les fans rouges et bleus dans l'ombre des Ibra, Mota et Silva, avant de connaître des saisons toutes plus compliquées les unes que les autres, entre blessures, hygiène de vie douteuse et inconstance, et ce, au moment même où il aurait dû s'inscrire en nouveau patron du PSG. Des dernières années, et plus particulièrement des derniers mois, qui auront entaché l'histoire du petit hibou avec le club parisien. Celle d'un magicien longtemps adulé par les supporters, finalement devenu paria. Mais si le constat sportif des dernières saisons est implacable, il ne doit cependant pas faire oublier l'ensemble de l'œuvre de l'Italien. Pion inamovible du Paris Saint-Germain version QSI, comme l'écrit Andrea Chasi pour le site internet SoFoot. Un homme aux 30 trophées, avec lequel le PSG devra soigner les adieux pour ne pas s'oublier et pour ne pas l'oublier, alors qu'il a tout fait pour s'inscrire, alors qu'il n'a pas tout fait et qu'il avait tout pour s'inscrire comme le nouveau petit prince du parc. Si le parc n'a donc pas trouvé son nouveau prince, la France retrouve quant à elle son parc. Le tout grâce à nos copains de droite, plus ou moins gentlemen d'ailleurs, qui ont commencé leur Coupe du Monde ce week-end et qui occupent pour près de 2 mois le frigide Stade de France, obligeant les Bleus du ballon, rond cette fois-ci, à l'exil heureux dans son ancien temple. Un temple béni et maudit, comme pour flirter avec la nostalgie d'un romantisme qui nous réjouit. Un théâtre qui aura surtout pleuré, jubilé, bref, vécu, gorgé d'une âme. Une âme, celle des victoires et des cauchemars de Platini à Ginola. Car le Parc des Princes est bien plus qu'un stade, il est un musée à ciel ouvert pour Nicolas Sismortov. Si pour une trop rare fois, le parc se remplira à nouveau des couleurs bleues de l'équipe de France, il ne connaîtra pas pour autant la même diversité de maillots que l'on a pu voir dans les nombreux festivals cet été. N'est-ce pas, Val? Ouais, je Un confirme. phénomène qui a interpellé Jérémy Baron pour SoFoot. Face au déluge de maillots aperçus tout au long de l'été, de Carré à Saint-Cloud en passant par Arras, des couleurs vives, un confort maximal et aéré et souvent une touche vintage ou encore le moyen d'affirmer ses racines, c'est un phénomène loin d'être récent mais qui ne cesse de s'amplifier dans les pas de nos voisins grands-bretons. Mais également inspiré des plus grandes stars de la culture et de la pop qui se prêtent de plus en plus volontiers au jeu, jusqu'à faire des maillots vintage de véritables outfits lookés. Alors oui David, c'est promis, on t'emmènera un jour avec nous descendre des litres de bière 36 degrés en écoutant Prince Wally, et c'est à ce moment-là que tu pourras justifier à ta femme que non, il ne faut surtout pas balancer ce maillot whitey floqué David Gimelli qui traîne dans le pack. Bon, par contre, je suis désolé pour ton maillot Kizoteline, j'ai rien pu faire et au mieux, ça sera pour la vaisselle. Kizoteline, putain. Et pour toi, JB, je compte t'offrir le jersey de Leverkusen pour nous accompagner. Floqué Boniface, bien sûr. Il tirera à merveille, je te promets. Mais Victor, je te rassure. Des maillots qui cultivent aussi l'originalité, jusqu'à virer à l'autodérision au gré de flocages ou des saisons auxquelles il fait référence, oscillant entre symboles sacrés et culte de la défaite façon FFL. Un sujet que l'on aurait presque pu retrouver finalement dans la dernière revue de l'After, consacrée au classement permanent des clubs français sur la scène européenne. La recommandation permanente. Exactement, tous les mois. Celle d'un pays au palmarès continental famélique, habitué des défaites au goût de bataille qu'il n'a même pas mené sans jamais mourir debout, et qui se confond dans un imaginaire du ressentiment pour Shérif Guémour, nous ramenant inexorablement au passage à la grande histoire de France et ses célèbres revers militaires d'Alésia à Sedan en passant par Waterloo, et qui se prolonge aujourd'hui dans le quotidien de nos clubs, qui pérennise la tradition de la défaite, des désastres et des fiascos, n'ayant de cesse de cultiver l'insularité de sa médiocrité, selon l'ancien journaliste de l'After. Bon, et sinon, avant de vous quitter avec plus de légèreté, et même si on aime bien se foutre de leur gueule, parce que dans le fond, ils sont tous des footballeurs ratés croisés avec des combattants de MMA, on souhaite une très bonne Coupe du Monde de rugby aux 15 de France, puisque 2023 pourrait finalement être le 98 de l'Ovalie, et qu'on attend quand même un premier sacre en rugby avec l'excitation de Bruno Martini à l'heure de la rentrée scolaire. Alors souhaitons une victoire finale des Bleus, histoire que même avec ça, ils comprennent qu'ils ne rempliront jamais les Champs-Élysées, parce que non, la France, ce n'est pas le Capitole, c'est le foot, bébé. Bravo Flo, tout est réuni pour que cette équipe de France de rugby se crache complètement et rate sa Coupe du C'est Monde. que moi, je pensais Bravo à que toi. le gardien de hand et le gardien de foot, quand j'étais plus jeune, étaient une seule et Bah, même moi aussi. personne. En fait. Bien Moi sûr. aussi, évidemment. Bien sûr. D'ailleurs, j'ai Maintenant, été comme sur- l'un des deux est mort, donc Ouais. c'est plus simple. Oui. C'est là que j'ai compris. Alors, attends, bah, surtout que l'autre a été accusé d'agression sexuelle en même temps, donc c'était en mode, bah attends, il est mort, Je il croyais fait qu'il les était deux. mort. Il a niqué ses morts. Pas mal, pas mal. Bon, messieurs, nous allons repartir sur notre sujet du jour. Donc, est-on obligé de supporter l'équipe de France? Je vais me permettre de faire mon petit récap habituel. Thibaut, tu réponds à cette question, enfin tu dis que cette question est une question provocante au premier abord parce que normalement la question ne se pose même pas. L'équipe de France étant l'équipe qui représente la fédération, la nation, c'est une représentation de l'État.
Et la question est-on obligé implique qu'on pourrait ne pas le faire. Alors, ce n'est pas une obligation de supporter des gens qui n'ont aucune fonction représentative, qui ne sont pas élus. Mais alors, pourquoi devons-nous obligatoirement soutenir l'équipe de France? Tu estimes que pour toi, il y a un besoin d'identification et aussi une explication historique, notamment à l'époque de la grandeur de la France, enfin, à l'époque, dans les années 40, au moment de la guerre, la grandeur de la France était non négociable, c'était un fait. Et l'équipe de France devient pour toi un culte au moment de la décolonisation et notamment en 1958, pendant le discours d'Alger, enfin au moment du discours d'Alger, moment où apparaît aussi la télévision et au moment de la Coupe du Monde 58, tout ça s'est réuni en même temps. Et justement, au moment de la fin de la décolonisation, De Gaulle comprend que le sport va substituer la grandeur coloniale perdue et que le sport va devenir un enjeu d'identification nationale. David, toi, tu donnes ton avis personnel en disant que les courbes d'amour entre ton club et l'équipe de France se sont inversées petit à petit avec l'âge. La première chose qui t'a dérangé, toi, dans l'équipe de France, c'est la monétisation, la marchandisation de l'équipe de France, notamment le fait d'attribuer des primes à des joueurs de l'équipe de France te dérange. Le principe de rémunération est antinomique selon toi. Et le deuxième problème, c'est la transférisation des joueurs nationaux. Tu donnes les exemples de Laporte, Gouiri, on peut noter aussi Oussam Aouar. Et pour toi, l'équipe de France et la fédération française regroupent aussi énormément de défauts de l'entreprise privée, notamment le pantouflage, le copinage, le fait qu'il y ait peu de méritocratie. Et tous ces éléments sont pour toi un manque d'identification pour l'équipe de France. Et JB, toi, tu finis en disant que les Bleus sont là pour faire vibrer une identité nationale. Tu donnes l'exemple de la Marseillaise, des G-Sharp, etc. Que c'est une des premières images de la France. Mais il y a plusieurs éléments pour toi qui font que tu as du mal à supporter l'équipe de France. D'abord, le fait que l'on supporte pas, pas bien et qu'on supporte moins et plus mal qu'ailleurs. Tu estimes pour toi qu'il y a aussi un ennui profond devant l'équipe de France, que supporter les Bleus est un effort, notamment aussi parce que le foot de sélection aujourd'hui est devenu beaucoup moins bon que le football de club. Et tu en as marre aussi du côté super, on fait nation au moment d'une victoire ou d'une défaite, peu importe. Et donc supporter l'équipe de France est devenu une plaie pour un homme de 40 ans et d'une maturité inégalée comme toi. Messieurs, je vous propose qu'on enchaîne sur la deuxième partie et qu'on discute un petit peu de tout ce que vous avez dit dans cette première partie. Alors, il y a un truc que je voulais dire qu'on n'a pas encore abordé, qui est évidemment, qui sous-tend un peu cette idée, est-on obligé de supporter l'équipe de France, qui est la question du chauvinisme. Parce que est-ce que faire nation, est-ce que le chauvinisme, c'est faire nation? Est-ce que le chauvinisme est obligatoire? Alors il y a une histoire un peu marrante sur le chauvinisme. Les gens qui ont lu les lieux de mémoire de Pierre Nora comprendront un peu l'allusion. C'est dans le tome 2 des lieux de mémoire, je l'ai là. C'est un truc... les lieux de mémoire, les gens qui connaissent pas, c'est une somme historique Alors, dirigée par... Thibaut, on n'est plus en live, hein, donc les gens ne voient pas ce Ah que oui, c'est vrai. Mais je vous le montre, comme ça vous cultivez un peu. Très bien. Non, mais vous le connaissez, c'est une somme dans laquelle il y a un peu les grands mythes fondateurs de la République française, enfin de la République de la France plutôt, où tout y passe un peu, que ce soit les cathédrales, le Tour de France, la gare des Michards, etc., etc. Tous les objets, tous les moments, toutes les célébrations, les monuments aux morts, tout ce qui a fait la symbolique de la France. Et il y a un article consacré au chauvinisme. Et notamment à celui qui a donné son nom à cette passion un peu étrange, cette loyauté extrême, un peu hystérique, qui s'appelait Nicolas Chauvin. Et Nicolas Chauvin, on a du mal à savoir exactement où il vient. Les historiens se sont penchés sur la question. On trouve sa trace à la fin des guerres napoléoniennes, en 1815, et c'était un ancien soldat laboureur des armées napoléoniennes, et qui est présenté de la manière suivante: 17 blessures, toutes reçues par devant, 3 doigts amputés, une épaule fracturée, un front horriblement mutilé, un sabre d'honneur, un ruban rouge, un ruban rouge, 200 francs de pension. Voilà le vieux grognard qui se repose au soleil de son pays, en attendant qu'une croix de bois protège sa tombe. Le chauvinisme ne pouvait avoir un plus noble patron. Le chauvinisme, en fait, c'est une légende urbaine un peu comme Stakhanov, quoi. C'est simplement qui lui était issu de l'armée napoléonienne et qui a une particularité qu'il est devenu tellement célèbre que le terme de chauvinisme a été transposé dans toutes les langues européennes. Le chauvinisme a donné chauvinismus en allemand, chauvinisme en anglais, chauvinismo en espagnol, chauvinismo en italien, en russe, chauvinismus en polonais. Bon, je ne fais pas la prononciation polonaise. C'est-à-dire que ce trait qui était typiquement français, du soldat
un peu malchanceux, parce que bon, le héros un peu du soldat laboureur, blessé, en permanence blessé, avec des multiples blessures, espèce de héros au combat, était en fait une figure, et c'est là qu'il devient un lieu de mémoire, c'est qu'il devient une figure de ce qu'est l'attachement maladif, un peu, et comment dire, maladif, brave, un peu cutéreux à son drapeau. Et c'est dans les langues européennes devenu, enfin, on suit l'histoire des mots, un trait typiquement français, d'avoir une espèce de lien d'amour aveugle à l'égard de la figure de l'empereur, parce qu'en l'occurrence, ce qui concerne Nicolas Chauvin, c'était l'empereur. Et cette légende apparaît après Waterloo, évidemment, et au moment où le 19e siècle français, le nationalisme apparaît, où c'est le siècle un peu des nations, ça c'est JB qui est le spécialiste de cette période-là, où l'idée que la nation va se construire à partir de grands héros, et de héros réels et des héros imaginaires. Et Chauvin, je veux dire, il a une telle importance qu'il a même suscité un néologisme. C'est devenu le chauvinisme, c'est devenu un néologisme quasiment international. Donc il a une telle importance et était un tel trait de caractère que je crois que le football, et en particulier l'équipe de France, ressuscite cet attachement un peu gênant, et ça explique un peu peut-être la gêne que tu peux avoir, David, sur le chauvinisme un peu, où tu disais JB, la France d'en bas et la mer à côté. C'est l'idée que dans le chauvinisme, il y a un côté terroir, il y a un côté, dans l'équipe de France, il y a ça, et quand tu vas voir les matchs de l'équipe de France, ce public a rien à voir avec un public de club, c'est un public d'enfants, c'est un public des clubs de foot locaux. Moi, j'y allais, quand j'allais au parc, c'est avec mon club de foot. T'as plein de gamins avec les survêtements, des familles, et effectivement, t'as une ambiance complètement différente avec une ambiance de club. Certains peuvent même considérer que c'est pas une ambiance de football, c'est plus une ambiance de kermesse, c'est une ambiance de fête foraine de village. Toi qui connais la Picardie, David, c'est une ambiance, voilà, fête foraine à la Pentecôte à Saint-Quentin. T'as une sorte d'ambiance un peu de manque, t'attends qu'il y ait un événement qui se répète tout le temps, qui n'est pas un grand événement, mais qui est suffisamment grand pour pouvoir sortir les gamins et y aller en famille. Et je crois qu'il y a ça dans l'équipe de France. Et c'est à la fois ce qui est très irritant quand tu suis beaucoup le foot, parce que bah, toi, tu es un spécialiste, tu es là avec tes XG, avec tes machins, etc. Et tu vois arriver bah, les soldats laboureurs, quoi, pour parler comme Pierre Nora. Tu vois arriver les soldats laboureurs, et toi, toi, t'es civilisé, tu fais partie du football 2.0, donc forcément, c'est un peu irritant. Et en même temps, c'est assez attendrissant, parce que je crois que finalement, l'équipe de France, c'est quand même celle qui te relie directement, je crois, quand même à l'enfance. Je crois que s'il y a une équipe qui te relie à l'enfance, simplement parce que c'est celle que tu suis depuis toujours, et quand t'es gamin, tu rêves pas sauf exception. Je crois pas que ce soit vraiment le cas. Moi, je vois là avec les gamins, c'est pas. Tu penses quand même équipe de France d'abord. Complètement. Parce que le club, c'est compliqué quand même. À s'accrocher à un club, c'est compliqué. Mais s'accrocher à l'équipe de France, tu vois, Mbappé, tous les gamins, ils connaissent. Hein. Ma fille a 7 ans, Mbappé, elle ne parle que de Mbappé. Donc, il y a quand même cette idée. Et je crois en fait, c'est les deux faces d'une même pièce. L'irritation qu'on peut avoir vis-à-vis d'un phénomène un peu de terroir, et Dieu sait qu'on a du mal en France avec cette idée de terroir, de patrimoine un peu rural, voilà. Et de l'autre, quand même, leur attachement à l'enfance. Mais c'est amusant que tu dis ça, parce que c'est là, en fait, où j'ai une espèce de, pas dire une détestation de moi-même, mais je m'irrite moi-même, là où JB est irrité par rapport à l'équipe de France. Moi, je m'irrite moi-même de ne plus aimer l'équipe de France. Vraiment, parce que ce côté terroir que tu mets en avant, c'est quelque chose qui m'est cher. Je suis quand même quelqu'un, alors là, je tends le bâton pour me faire battre pour les prochains épisodes. Je lis la page des sports de l'Aisne Nouvelle, donc le journal local de Saint-Quentin, C'est même pas le Corée Picard, c'est même pas le Corée Picard, c'est le stade après. religieusement sur caféine le lundi matin pour connaître les résultats locaux et lire les résumés. Voilà, j'échange même régulièrement par message avec le journaliste local Benoît Peloquin que je salue. Non, mais c'est tout ça pour vous dire que moi, c'est ça qui m'irrite. Et en fait, tu as raison, il y a une espèce de sanctuarisation évidente de l'équipe de France, mais qui n'est pas respectée, et avant tout pas respectée par l'organisation, en fait, du football de nation, mais aussi par l'organisation actuelle de l'équipe de France. Je suis en train de lire. Il y a une dissonance, quoi, entre l'infantilisation du rapport à l'équipe de France et le côté le hyper business de la FIFA. Exactement. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, en fait, mon désamour, je suis en train de lire un livre que je vous donnerai en recommandation, mais ça
je la comparerais un peu le règne actuel de Deschamps à la fin un peu crépusculaire de Mitterrand. C'est-à-dire que c'est long. Mitterrand, bon, après, a connu plus de défaites, quoique, que Deschamps, mais il y a eu la cohabitation, c'est un peu la Suisse de Deschamps, avant de regagner une élection, donc la finale, en fait, contre l'Argentine. Mais j'ai l'impression qu'on a besoin d'un nouveau souffle, on a besoin d'une nouvelle gouvernante. Il y a eu une gouvernance, il y a eu toutes les affaires, en fait. Mais là, tu parles de l'équipe de France en tant qu'équipe maintenant, en tant que la En tant sélection qu'équipe, actuelle. Tu parles pas de en tant l'équipe de qu'équipe France en tant que maintenant, symbole. pour expliquer mon désamour maintenant, en fait, si tu veux. D'accord. Et j'ai l'impression que, comme à la fin de l'ère Mitterrand, qui était une ère, bon, on peut penser ce qu'on veut, mais qui a quand même été pas glorieuse, mais en tout cas Ouais, réformatrice, t'exagères quand même, marquante, hein. Ouais, bon. marquante en tout cas. Mais Arrête de rechercher tes clichés, Thibaut. non, mais marquante. Je sais pas quoi penser de Mitterrand. Mais non, mais Mitterrand. là où je voulais en venir, c'est que vraiment, j'ai besoin, moi, c'est très autobiographique cet épisode pour moi, mais qu'on me raconte une histoire. En fait, que j'ai besoin que l'équipe de France raconte quelque chose. Redevenir un enfant, quoi. Redevenir un enfant. Complètement. Me raconte quelque chose au-delà que de la simple de ce message qu'on m'envoie. Contentez-vous des résultats, contentez-vous de la victoire quand elle est là, et pourquoi changer quand on a gagné, en fait. Et c'est vraiment cette rationalité à l'extrême qui me ressemble pas du tout, parce que je suis quelqu'un de très rationnel dans la vie, qui, moi, en fait, me désenchante. Moi, j'aime bien ta comparaison entre Deschamps et Mitterrand. Ça me fait penser juste à une analogie, hein. Ça veut dire que Zidane, c'est Rocard, celui qu'on a sorti. Le talent brut qui ne réussira jamais à être à la tête des Bleus, en tout cas pour l'instant. Mais en dehors de ça, quand je vous entends, Guy ça me fait Stéphane, penser à c'est une... Michel Charras. C'est pas. Alors, Et Charles, Benjamin c'est Mendy, c'est pas Strauss-Kahn. spécialement. Comment? Hein, moi, je le vois bien là-dessus. C'est-à-dire, ça parle d'argent, ça n'a pas trop de compétences, ça ouvre beaucoup sa bouche, ça pense passer, et en réalité, ça passe pas. Et l'avenir nous le montrera. Mais si on prend les Bleus, il y a vraiment cette idée d'apprentissage, c'est-à-dire que on entre finalement en résonance avec notre identité nationale par les Bleus. On a l'impression que, à la manière d'un roman d'apprentissage, bah, à un moment donné, t'en sors. Et que c'est une sorte d'instance de socialisation comme une autre. Et qu'à un moment donné, bah, tu la vois d'un peu plus loin. Évidemment avec ses failles. C'est-à-dire que moi, quand je regarde les Bleus aujourd'hui, d'abord, ils me font pas rêver, ils m'enthousiasment pas du tout. J'ai l'impression de voir des gens qui sont là en situation de gestion parce qu'on les oblige à être là. Le tout géré par des gens qui sont pas forcément compétents et qui, en plus de ça, te donnent l'impression qu'il faudrait que tu acceptes tout le barnum autour et que tu sois dupe du truc. Et ça m'agace prodigieusement, quoi. Il faut que tu achètes ton maillot, il faut bien que tu sois floqué Mbappé, et surtout, tu n'as pas le droit de critiquer parce que sinon, tu vas pas dans le sens du business, hein. Donc, cette idée d'apprentissage par l'équipe nationale, on la voit ailleurs, hein, mais j'ai l'impression que ça fonctionne mieux. Est-ce que finalement, on a un vrai pays de sélection, alors qu'on est le premier, hein, quand on regarde les Jeux de Tokyo dessus? C'est une question. On a vu le crash là, de l'équipe de basket qui s'est planté royalement. On verra avec les Bleus en rugby, on verra avec la fameuse équipe olympique, hein, qui vise déjà l'or alors qu'elle n'a même pas encore été composée. Moi, je sais pas, j'ai de plus en plus de mal à les regarder, et quand j'ai vu les dernières images là, des Bleus, j'en peux plus, quoi. Les mêmes têtes, l'impression d'une fin de règne permanente, avec des joueurs qui font ce qu'ils veulent. Ça m'agace. Après, il faut bien distinguer ce qu'est l'équipe de France de Deschamps et de ce qu'elle représente l'équipe de France. Mais tu vois là, Quel est le lien affectif particulier, la spécificité du lien avec l'équipe de France? moi je sais que mon premier match, par exemple, c'est un match des Bleus. Je sais que mon plus grand souvenir de foot, parce qu'il y a eu un moment où là, tu revis tous ces matchs, c'est un match des Bleus. Le PSG, c'est à côté. Et pourtant, ça fait longtemps que je supporte ce club. Après, il y a une expérience parce que l'expérience que tu fais avec l'équipe de France et ton lien avec l'équipe de France, c'est l'expérience de la durée. C'est l'expérience du temps, l'expérience du vieillissement, l'expérience du désenchantement du monde, où effectivement, il y a rien. Je pense que l'apogée
du lien avec le football, c'est une équipe de France qui gagnerait une grande compétition entre tes 12 et 18 ans, quoi. À ce moment-là, c'est le maximum, en fait. Mais c'est pour ça que Tu auras un niveau d'adhésion qui sera tel Un peu que plus, tu hein. n'auras jamais rien au-dessus moi, de c'est ce ça. que je te disais, c'est que moi, j'ai une réaction aussi d'enfant gâté et j'en suis absolument conscient. C'est-à-dire que j'ai vécu 98 à 16 ans et 2000 à 18 ans en allant à tous les matchs de l'équipe de France. Enfin, j'avais vidé complètement, enfin, j'avais travaillé pendant mes études pour le financer. Et c'est peut-être aussi dû à Après, une attente un peu irrationnelle aussi. Il y a une on part parlait un d'irrationalité peu dans le de, supporterisme de l'équipe de France, comme tu le disais. on parlait de transmission la semaine dernière. Il y a, je crois aussi, quand tu deviens parent, il y a cette idée quand même tu veux transmettre le football. Finalement, l'équipe de France est malgré tout un rendez-vous. Et ça te reconnecte un peu. Et comme souvent, quand tu deviens un parent, en fait, tu te reconnectes à ta propre enfance. Parce qu'il faut lire Proust. Proust raconte très bien comment tu grandis comme un oignon, en fait, où les âges se succèdent, mais ils s'enlèvent pas, ils se retirent pas. Il a toujours l'enfant de 7 ans. Simplement, il a été recouvert par celui de 8 ans, par 9 ans, 10 ans, 11 ans, et tu grandis comme ça. Et parfois, tu fais cette expérience-là dans le football. La récupération hebdomadaire de l'enfance, c'est la phrase de Maria, c'est ça. C'est que c'est vraiment, tu te reconnectes avec la partie de toi qui est toujours là, mais qui est en sommeil, qui maintenant a vieilli. Et puis, tu vas te reconnecter avec l'adolescent de 12 ans, l'adolescent de 13 ans. Et quand en plus, tu ajoutes à ça la transmission filiale, avec un enfant ou quelqu'un à qui tu veux transmettre de plus jeune, bah, se réactive ce truc un peu primitif. Et moi, je te dis ça, je supporte pas l'équipe de France de Deschamps. Je supporte plus Deschamps. J'ai du mal à regarder les matchs de l'équipe de France. Mais si ma fille me le demande, je le regarderai et j'aurais du mal à la voir supporter l'autre équipe. Tu vois, Flo, t'avais une question? Si ma fille devient un hater de Deschamps ou hater de l'équipe de France, je serais mal à l'aise. Parce que j'ai pas envie de transmettre ça. J'ai envie d'abord de transmettre le lien pour ensuite éventuellement Tu l'émancipation. Mais comprends d'abord, ma saine détestation de moi-même quand j'ai du mal à m'enthousiasmer donc pour l'équipe de France. Flo, t'avais une question? Ouais, j'avais une question parce que bon, sur mon cas personnel, aussi bien que je m'en souvienne et aussi loin que je m'en souvienne, certes, j'avais un attachement beaucoup plus profond à l'équipe de France, mais j'ai toujours eu un attachement très jeune au PSG. Mais au-delà de ça, en fait, ce dont on est en train de parler de là, parce qu'on est des grands suiveurs de foot, on le retrouve pas, mine de rien, dans les autres sports. Peu importe la popularité des autres sports, mais même si on prend le rugby, le basket, le hand, qui ont eu des franches réussites et qui sont quand même assez populaires dans le pays, l'équipe de France reste le Graal. Pourtant, quand on regarde le rugby aujourd'hui, il est quand même difficile de dire que le rugby de club n'est pas intéressant d'un point de vue sportif. Et pourtant, tu vois, je reprends l'argument que tu prenais, David, c'est des sports où il y a beaucoup plus de transferts entre guillemets d'internationaux. Là, on le voit en rugby avec par exemple l'équipe des Fidji qui a 10 internationaux qui ont joué pour une autre sélection avant de jouer la Coupe du Monde pour les Fidji. Euh, c'est l'exemple du rugby, mais c'est un peu pareil dans les autres sports. Là où je veux en venir, c'est que ce besoin qu'on a en tant que supporter de foot, quand on est vraiment supporter d'un club, est-ce qu'il n'est pas en fait le besoin de s'identifier, comme tu le disais Thibaut, mais de s'identifier à l'extrême à un truc plus petit, peut-être plus identitaire que représente le club, façon un peu village d'irréductibles gaulois. Et je me pose la question en fait de quoi c'est le symptôme et est-ce que c'est pas finalement le symptôme, soit le spécifisme du foot, soit le symptôme de l'ultra maturité de ce sport. C'est-à-dire qu'au final, on est tellement fan de ce sport qu'on se détourne du Graal qui est censé représenter l'équipe nationale pour aller vers le club parce qu'au final, c'est notre quotidien et que c'est ce qui nous intéresse le plus et c'est ce qui nous fait vivre. Mais surtout parce que moi je trouve qu'on est plus exigeant en fait, t'es toujours plus exigeant avec ce que t'aimes de façon passionnément, de façon déraisonnée. Moi, mon amour du foot, en fait, est complètement déraisonné. Donc, peut-être que mon niveau d'exigence envers le Graal de ce que représente le foot en France, donc l'équipe de France, mes attentes sont complètement déconnectées. Peut-être que quelqu'un, en m'écoutant, va se dire non, mais là, il rêve après, complètement. il y a quand même. Vas-y, pardon, JB, vas-y, je prends. Vas-y. Non, vas-y, Non, je vais juste dire un truc, c'est que il y a une différence entre mon équipe et l'équipe de tout le monde. L'équipe de club, c'est mon équipe. C'est mon trajet, qui est fondé généralement sur l'opposition avec une autre équipe. Les Stéphanois, les Lyonnais, les Niçois, les Monégasques, les Parisiens, bon, je ne fais pas toute la Liga, il était parti pour toute la Liga. C'est mon équipe, c'est une identification qui est intime et j'allais dire presque négative, au sens où c'est une identification opposition. Ce qui la rend, d'un point de vue personnel, peut-être plus fructueuse, plus forte, parce qu'elle se nourrit de l'opposition et de l'adversité. Et en plus, c'est celle qui t'accompagne à longueur de journée, parce que c'est celle qui te suit en Ligue 1, c'est celle qui rythme ton année.
L'identification à l'équipe de France, ce qui peut être irritant parfois, c'est que c'est l'équipe de tout le monde, en fait. Et du coup, ça rend le lien beaucoup plus abstrait, beaucoup plus difficile à définir. Et je pense que pour arriver à nouveau enchanter l'équipe de France, il faudrait arriver à se la réapproprier individuellement. Comment toi, dans ton parcours, dans ta vie, elle a été un jalon important et comment elle le demeure en dépit d'un entraîneur qui s'est fait opérer des dents ou qu'un Mais, nouveau bah, costard, quoi. mais justement, moi, cette appropriation, je suis désolé, je reviens sur des trucs un petit peu plus terre à terre. J'ai l'impression que tous les défauts qu'on vient de citer, ce manque d'identification, etc., c'est quelque chose qui disparaît au moment des grandes compétitions. Enfin, je donne mon exemple personnel. En tout cas, moi, tous ces remords, cet ennui, etc., que ce soit tactiquement, que ce soit dans le fait de toujours voir les mêmes joueurs, etc., c'est quelque chose qui disparaît pendant les grandes compétitions où moi, je suis pris complètement de, je sais pas, par les tripes, quoi. Et je reviens peut-être à ce qu'on disait dans l'émission de l'année dernière là, sur les réformes des compétitions. Est-ce que tout ça n'est pas lié justement à des formats qui sont horribles, quoi? De foutre ça au milieu de 3 journées de championnat, de faire ça à la va-vite, dans des stades, froids, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc sur le format des compétitions qui est mal foutu, mal Bah, pensé et que justement c'est un problème d'appropriation je suis là-dessus. complètement d'accord, l'équipe nationale n'est pas respectée. Autour de moi, j'entends de gens qui disent ah non, fait chier, 2 semaines de trêve internationale. Mais tous les jours, c'est une plaie et d'ailleurs on profite pour faire des émissions là-dessus, c'est Mais genre, c'est mais non, mais c'est vrai que il est et c'est pour ça en fait que j'en veux à l'équipe de France de ne plus m'enchanter de la même manière que je m'en veux, mais je lui trouve énormément d'excuses. C'est-à-dire que, le football national est encore plus individualisé, encore plus mis en valeur. Le format fait que c'est très difficile de se bâtir une identité collective et un projet de jeu parce que c'est très difficile en fait, à défaut d'avoir des joueurs qui jouent dans le même club, qui ont des automatismes et des réflexes collectifs, c'est très difficile de bâtir quelque chose. Il y a une uniformisation aussi du football de sélection qui fait que on ne reconnaît plus les équipes sud-américaines, nord-américaines, africaines, scandinaves, il y a plus, enfin, britanniques, d'autres équipes. Donc voilà, je pense que tu as raison, Val. C'est oui, mais bien évidemment, il y a des amours, mais il y a aussi des circonstances atténuantes. Mais moi, j'ai une question parce que pour les gens qui nous écoutent, même si on l'a déjà dit, mais pour le troll, on enregistre donc ce soir pendant un match de l'équipe de France de foot qui se déroulait au Parc des Princes. Moi, j'ai 2 questions déjà. Une pour vous, parce qu'avec Val, c'est une époque qu'on n'a pas connue. Est-ce que dans les années 80-90, il y avait déjà ce sentiment chez des passionnés de foot? Et en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que, par exemple, ce qu'on a vu ce soir, on a vu un match de l'équipe de France au Parc des Princes? Pour moi, quand on aime le foot, un des premiers vecteurs d'identification à une équipe, c'est un stade. Une équipe égale un stade. Qu'on soit en dernière division départementale au plus haut niveau, une équipe, c'est un stade. Et le foot national, et a fortiori l'équipe de France, même si aujourd'hui le Stade de France est une sorte de base arrière, mais c'est plus le temple comme l'était le Parc des Princes, est-ce que ça contribue pas aussi, mine de rien, à casser une sorte d'identification? Il n'y a plus de chez soi en équipe de France. Oui, après, la territorialisation, elle peut s'entendre. C'est vrai que le Parc des Princes, tu avais une histoire que tu reliais le Stade de France. Bon, bah, tu as la finale de Coupe du Monde, tu as le match d'inauguration avec le but de Zidane, puis ça s'arrête là, quoi. Alors si, oui, tu as 2-3 désillusions, mais bon, fondamentalement, en plus, c'est un stade qui est pas forcément adapté. C'est très compliqué d'y aller, c'est toujours un problème pour en repartir. Et Heu avant le Parc des Princes, je parle de Colombe aussi, hein, qui était, qui était, Mmh. qui était pareil, du manoir. Voilà, mais c'est les stades où il y avait, enfin, c'est les stades qui sont rentrés dans l'histoire de France. Le Parc des Princes, en plus, par son nom lui-même, par toute la dynamique politique qui l'a amené, relié à la fois un club qu'on a créé toute pièce, hein, le PSG, et en même temps les Bleus. Il y a de ça, mais il y a peut-être aussi, je pense que c'est la conjonction de tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire que si vous regardez aujourd'hui les qualifications, avant tu flippais. Moi, je me souviens quand j'avais 10 ans, d'avoir lu un livre qui traînait chez mes grands-parents, où tu avais le récit du football français du début des années 60 jusqu'au début des années 80. 20 ans de néant absolu. Aujourd'hui, tu es sûr de te qualifier. Tu te fais pas battre par la Yougoslavie. OK, nous, on a vécu le traumatisme de la Bulgarie, mais bon, finalement, ça a été fondateur. Et aujourd'hui, les qualifications, au pire, tu as un accident industriel, mais dans tous les cas, tu vas te qualifier. Et les vrais matchs qui ont un intérêt, c'est les matchs en phase éliminatoire, où là, l'équipe, comme par hasard, joue autrement. Quand on se souvient de 2018 et des 3 matchs de poule de la Coupe du Monde, mais c'est une plaie absolue. Hem et c'est peut-être ça aussi, quoi. Se la réapproprier, ça suppose aussi qu'on nous serve un récit derrière.
Moi, le récit des Bleus, je me souviens de Johnny Hallyday avec au moment de la deuxième étoile. On sait pas On est faire. champion. On sait pas faire. Et aujourd'hui, le récit, c'est quoi? C'est regarder, c'est l'équipe de Kylian Mbappé qui est capitaine. Regardez, c'est l'équipe de Deschamps qui a juste une chose. Nous, on s'est gagné parce qu'on s'est gagné. Super. Arrête là. Bon, je précise donc qu'on a enregistré un jeudi soir tard. C'est que vous comprenez donc pourquoi JB est devenu aigri après une journée de cours à 36 degrés. Et un match Mais des Bleus qui se termine par un Et un match- 2-0 dégueulasse. Voilà. que tu n'as même pas regardé en plus. Ici, Est-ce que quelqu'un veut avoir le mot de la fin? Ou est-ce qu'on clôture sur cette petite phase d'énervement de JB qui Non, caractérisera parfaitement cette non, émission? je ne suis pas énervé, je suis parisien, ce qui est très différent. Bon, très bien. Alors, merci les gars. On va basculer sur nos petites recos hebdomadaires. Et comme d'habitude, on garde le même ordre. Donc, je vais commencer par Thibaut. Est-ce que tu as préparé cette semaine, Thibaut, ton... Ouais, alors c'est pas de foot justement, j'en parlais tout à l'heure, les lieux de mémoire de Pierre Nora. Alors, il y a pas de football, mais en fait, il y a du football partout. Donc, c'est très fructueux. Bon, ça fait 3 tomes, 2000 pages, hein, donc vous n'allez pas lire ça avant de vous endormir. Ou si, en l'occurrence. Mais c'est un livre indispensable à avoir chez soi, dans sa bibliothèque, pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de France. Et ça fait partie des chefs-d'œuvre de la fin du XXe siècle. Tous les grands historiens de l'époque ont écrit dans cette somme, donc il faut absolument l'avoir chez soi. Donc vous pourrez prendre les nouvelles du soldat Chauvin, vous parlerez de Vercingétorix, on parlera de toutes ces grandes figures qu'on a étudiées à l'école, de ces grands moments, de ces grands monuments, et comment ils résonnent, quels sont les symboles qu'ils activent, et quelles sont les significations qui sont activées par ces symboles. Donc voilà, une lecture, un chef-d'œuvre qu'il faut avoir. Super. David. Alors, je l'ai là, je l'ai quasiment fini. C'est Jacques Pillan, Le sorcier de l'Élysée, c'est de François Bazin. Alors, je ne désespère pas de convaincre Thibault Leplat d'épouser la même carrière. Je pense qu'il a. Bah, tu m'as dit que tu avais presque fini déjà il y a un moment. Je l'ai repris. Je l'ai repris. Ah, t'as recommencé, t'as dormi. Exactement. J'ai lu un autre bouquin et là je suis en... Tu sais, quand t'as lu 4 fois la même page, tu te dis, bon, je vais reprendre le chapitre. À partir de la 3e fois, j'arrête, je fais bon, c'est bon. Et en fait, Jacques Pillan c'est celui qui a bâti les campagnes présidentielles victorieuses, les doubles campagnes présidentielles victorieuses de François Mitterrand et donc la première de Jacques Chirac. Et c'est absolument passionnant sur les débuts de la communication politique. Voilà. Et je pense, alors il n'y a pas de football dedans, mais je pense sincèrement qu'il y a des choses à picorer sur le futur mentoring d'un entraîneur ou d'un directeur sportif ou d'un président de club. Non, c'est absolument passionnant. Pour moi, quelqu'un qui a grandi dans les générations Mitterrand, moi je suis né en 82, donc voilà, c'est passionnant. Super. T'as pas connu la peine de mort, donc. Non, pas du tout. J'ai connu le petit Grégory, par contre. Super. Sans transition. JB, pardon. Alors, petit pendant à ce que disait justement Thibaut, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Les lieux de l'histoire de France, sous la direction de Vivorca et de Vinoc, dans lequel, justement, complétant les lieux de mémoire de Nora, ils reviennent sur justement le sport, et il y a le stade de Colombes dedans. D'accord. Et Je ils savais pas. envisagent Super. une actualisation, et probablement qu'il y aura le stade de France dedans. On m'a dit qu'il y avait un livre qui sortait bientôt sur ce sujet-là, avec justement les lieux de l'histoire de France, et dans lequel on va trouver une notice sur le Stade de France. Très bien. Enfin, si c'est Vinoc, ça va, mais le Stade de France, c'est... Alors, mais justement, c'est un anti-lieu, c'est-à-dire c'est un endroit où finalement ça fonctionne pas. Voilà, c'est ça, ouais. C'est assez surprenant. Hein, ça fonctionne et pas. Enfin, avec 2015, avec le 13 novembre 2015, ça a mis le Stade de France aussi sur un autre plan. Puis les supporters de Liverpool aussi, peut-être, non? Les supporters de Liverpool. Ouais, aussi. Et c'est un lieu à problème. En fait, c'est un non-lieu. Tu l'as bien dit, c'est la formulation. Il correspond à l'endroit où il a été construit, la manière dont il a été construit. Il n'a pas été construit pour un usage particulier. Dans un endroit qui est un espace qui est un no man's land, on ne sait toujours pas à quoi il sert. Et curieusement, dans cet endroit, dans ce non-lieu, ont eu lieu des événements fondateurs.
et qui n'aide pas à s'approprier le lieu. Donc, c'est assez unique. Et on n'est pas arrivé à la fin de son histoire, hein, parce qu'avec les Jeux de 2024, Oui. ça va marquer quelque chose. Et il y avait une très bonne interview de Jean Nouvel, celui qui aurait dû construire le Stade de France, mais qui en a été dépossédé justement par Mitterrand, et qui explique à quel point il y a une déception de ce stade qui finalement sert à tout et ne sert à rien. Et dans cet esprit, je vais aller complètement sur autre chose. Il y a un livre qui sort sur Wembayama, chez Solar. C'est signé par un des reporters de l'équipe, qui est Onona. C'est assez étonnant, comme c'est la première fois qu'on voit ça. Ça pourrait très bien être un livre de footeux, sauf que c'est vraiment fait de manière intelligente. C'est un mélange entre la revue de l'After et une biographie thématique. Et sur ce jeune prodige, on pourrait très bien avoir la même chose avec Mbappé ou avec d'autres joueurs comme ça qui ont une carrière. C'est quoi? C'est des articles ou c'est... Ouais, c'est une série C'est un thématique. enfant de 20 ans qui raconte sa vie? Exactement, sauf qu'ils le replacent dans un contexte, ils essaient d'expliquer sa trajectoire, ils voient comment il a été construit. Il y a des interviews assez sympas, notamment d'Adam Silver et de ceux qui l'ont approché. Et on voit aussi la trajectoire d'un enfant star qui va devenir finalement un acteur majeur du sport français, alors qu'aujourd'hui, il n'a rien gagné. Et est-ce qu'ils expliquent pourquoi il ressemble autant à Hugo Ekitike ou pas du tout? Alors, il semblerait que ce soit son demi-frère caché, et comme de Ouais, toute façon, ça. Hugo Ekitike a arrêté sa carrière, hein, parce que maintenant, il faut le savoir. Je sais pas pourquoi je t'ai lancé, surtout à ce moment-là de la Ouais, soirée, ouais, un t'as jeudi soir comme fait ça. une erreur, là. Laisse tomber, j'y vais, laisse tomber. Flo, vas-y, enchaîne. Du coup, pour rendre hommage à notre soirée, moi, ma recommandation, c'était Mitterrand à Vichy, le choc d'une révélation. Non, aux éditions L'Aube. Non, Il y a le Pierre Péan sur Mitterrand. Non, je rigole. Non, moi aussi, je suis sorti du foot, mais c'est un livre qui fait beaucoup écho à l'identification à un pays, à la nostalgie. C'est le deuxième Ah, tome de du Pays Sarkozy. des autres. Comment? C'est le deuxième tome de Sarkozy? Le temps Non, des c'est le pouvoirs? deuxième tome du Le Pays des autres de Leïla Slimani qui était sorti l'année dernière et que je l'ai lu cet été. Donc, regardez-nous danser. Et donc voilà, qui se passe au Maroc, qui retrace l'histoire d'une femme française qui part après la guerre, amoureuse d'un Marocain, fonder une famille là-bas. Donc là, c'est le tome 2 et c'est passionnant. Oh, c'est beau, Super, c'est beau. parfait. Et ben moi, je vais finir aussi avec un bouquin de Marc Duguin qui s'appelle Tsunami, qui est une uchronie qui a été écrite sur comment se passerait le prochain mandat présidentiel avec l'arrivée d'un technocrate à la tête du pouvoir avec plein d'idées réformatrices, très progressistes, etc. Et c'est hyper bien écrit, c'est super bien foutu. Et je vous invite à le lire, c'est vraiment top. Marc Duguin aux éditions Albin Michel. Tu l'as pas déjà fait cette recommandation, quoi? Non, pas du tout, parce que je viens de le finir et j'ai fait une autre recommandation lundi, donc ce n'était pas ça. Qui êtes-vous? Voilà. Où suis-je? C'est l'heure Voilà. c'est l'heure d'aller se coucher, exactement. C'est l'heure d'aller se coucher pour JB en tout cas, parce que j'ai l'impression qu'il est vraiment en fin de vie là, donc on va le libérer. Les gars, merci beaucoup pour cette émission une nouvelle fois. Surtout, n'hésitez pas, vous qui nous écoutez, à vous abonner, à poser votre like, à activer les petites cloches, comme ça vous saurez aussi à chaque fois qu'on publie un épisode. Et il y en a beaucoup à écouter, donc c'est très important de cocher cette petite cloche. Et puis si vous voulez nous soutenir financièrement aussi, n'hésitez pas. On a une cagnotte Hello Asso, vous pouvez retrouver tous les liens sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet. Les gars, merci encore et on se voit le mardi prochain pour une nouvelle émission du Comex. Ciao ciao.